Bonjour, bienvenue sur la Maïeutique. Bonjour Maxime, ravi de vous retrouver. Bonjour Joris, et je suis très heureux de retrouver les auditeurs de la Maïeutique après plusieurs semaines d'absence. Merci pour leur soutien, leur pouce levé qui nous encourage, et comme d'habitude, je répondrai à toutes les questions. Dans cette émission, nous vous proposons une prospective sur ce qui pourrait se passer en 2026 ou en 2027. En tout cas, pas pour 2025 puisque le budget a été déjà adopté. Pour rappel, en France, le système de retraite repose sur le principe de répartition, c'est-à-dire que les actifs cotisent pour financer les pensions de retraite, alors que dans d'autres pays, les actifs épargnent pour leur propre retraite. C'est un système par capitalisation. Or, pour nous, actuellement, plusieurs facteurs de déséquilibre s'accumulent. Il y a déjà une pyramide des âges qui est défavorable, qui ne permet plus d'assurer un financement équilibré du système. Ça se cumule avec une croissance économique atone, limitant les recettes fiscales et sociales. En plus, il y a un déficit préoccupant, ce qui complique toute marge de manœuvre budgétaire. Donc dans cette émission, nous allons explorer les scénarios possibles pour l'avenir des retraites en France. Mais avant d'aborder ce sujet, il me semble essentiel de rappeler ce que nous souhaiterions que le gouvernement fasse avant d'en venir à une quelconque pénalisation des retraités. On aimerait que le gouvernement arrête le gaspillage de l'argent public en diminuant les dépenses superflues, en particulier sur des postes de complaisance, comme le fameux commissariat au plan, ou encore avec certaines agences de l'État dont l'utilité reste discutable. Mais dans cette vidéo, nous allons rester réalistes, il est peu probable que le gouvernement soit frappé par une révélation. En revanche, qu'il décide de frapper sur les portefeuilles des retraités, c'est bien plus probable. Oui, les retraites, c'est l'éléphant au milieu du jardin. Je m'explique. La dépense publique en France, c'est 1600 milliards, et ça va être cette année 1700 milliards. Et les retraites, à elles seules, au cours de l'année écoulée, ont représenté 400 milliards, donc un quart de la dépense publique. Donc, si dans les années qui viennent, la France a du mal à faire face à sa dette, c'est-à-dire à rembourser sa dette, et a fortiori si un jour il y avait une mission de tutelle des autorités européennes sur la France, les retraites, ça serait le premier sujet sur la sellette. Pourquoi les comptes consolidés des retraites ne sont-ils pas publiés de manière claire et transparente, alors que cela semble essentiel pour évaluer le véritable déficit? Oui, il y a une bombe qui va éclater le 15 février. M. Bayrou a demandé un rapport à la Cour des comptes sur le financement des retraites. Et nous savons depuis longtemps, nous, parce que nous avons un échange avec Jean-Pascal Beaufret, ancien directeur général des impôts, qui, dès 2023, avait alerté M. Bayrou, qui était commissaire général au plan à l'époque, sur le fait que les retraites des fonctionnaires, je dis bien des fonctionnaires, n'étaient pas provisionnées. En l'occurrence, dans le budget de l'État, vous avez 80 milliards de subventions au financement des retraites du secteur public, 50 milliards pour les fonctionnaires d'État, 8 milliards pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, et le reste pour divers régimes qui ne sont pas financés. Autrement dit, le financement, il est fait ex post, mais il n'est pas fait ex ante. Ex ante, il faut une subvention pour... Alors pourquoi ? C'est le produit de l'histoire. C'est le produit de l'histoire parce que les fonctionnaires ne cotisent pas dans les mêmes proportions que les salariés du secteur privé. Bon. Et puis, ça a été l'objet de négociations en fonction de l'évolution des effectifs des fonctionnaires. Enfin, ça ne sert à rien de se retourner sur le passé, c'est comme ça. Là où il y a un vrai sujet de transparence, d'où la demande d'un rapport à la Cour des comptes, c'est que quand le président du Conseil d'orientation des retraites s'exprime, mon ami Gilles Berset, je connais bien, puis c'était un économiste de la Banque de France, quand il s'exprime au nom du régime général. Et il laisse de côté les fonctions. C'est pas qu'il les laisse de côté, c'est qu'il intègre le fait qu'il y a cette subvention, je le répète, de 80 milliards,
Et il dit, il manque 6 milliards, actuellement, et il dit, en 2030, il manquera 14 milliards. Mais il intègre cette subvention. Alors que la Cour des comptes, quand elle va publier son rapport dans quelques jours, et c'est ce que nous faisons, nous, un peu avant elle, parce que nous sommes bien informés, va montrer qu'il faudrait intégrer dans le compte ces subventions. Ces subventions, elles sont dans le budget de l'État, et le budget de l'État, comme vous le savez, il est, selon les années, entre un tiers et la moitié emprunté. C'est-à-dire que c'est comme si vous, à la fin du mois, il vous fallait rajouter un tiers ou la moitié sous forme de crédit à la banque. Donc c'est ça qui est nouveau, ça sera la manière de présenter les choses, alors qu'en 2023, cet aspect a été complètement occulté. Bon, M. Bayrou demande ce rapport de la Cour des comptes, mais en fait, il connaît très bien la situation, il sait très bien où on en est. Donc qu'est-ce qu'il cherche en fait? Il cherche à gagner du temps? Alors Bayrou connaît parfaitement ça, c'est une qualité qu'il a, parce que en 2023, il avait demandé à Jean-Pascal Beaufret de l'accompagner à Bercy pour ausculter tous ses comptes, les comprendre, se les faire expliquer, et il avait fait une petite note pour Madame Borne en demandant qu'elle soit diffusée. Elle n'a pas été diffusée du tout. Alors moi, comme je suis branché sur des experts, vous savez, j'ai un réseau LinkedIn où j'ai actuellement environ 600 experts que je consulte régulièrement tous les jours. Je savais ça, et nous n'étions pas le seul à le savoir, on était quelques-uns, mais c'était inaudible pour les médias. C'est-à-dire que le fait qu'il y avait ces subventions, personne ne comprenait ce que ça voulait dire et ne voulait en entendre parler. Mais bref, ne nous perdons pas dans les détails, ça veut dire que les retraites ne sont pas financées. Elles sont financées par emprunt, en partie. Et vous voyez, on peut faire un petit calcul. 80 milliards de subventions, 400 milliards de retraites, 5 x 8, 40. Ça veut dire que 20% des retraites sont financées par emprunt. Alors, Jean-Pascal Beaufret l'exprime différemment, mais c'est encore une façon de l'exprimer. Il dit qu'il y a aussi des impôts qui ont remplacé les cotisations. Il y a les subventions, des impôts. Et en fait, sur 100 de retraites, il n'y a que les 2 tiers qui sont, en 66, qui sont financés par cotisation. Le reste, ce sont des subventions et des impôts. Ne pensez-vous pas que cette présentation de la situation, qui ne tient pas compte des subventions de l'État, induit une sous-estimation de la gravité de la situation? Est-ce volontaire? Alors, je dis pas qu'on cherche à tromper les gens, je dis qu'on ne dit pas la vérité. C'est pas tout à fait la même chose. Et il y a une vérité beaucoup plus cruelle derrière, et qui, alors, elle est complètement implacable, c'est que nous sommes le pays qui travaille le moins au monde. Et nous sommes le pays où le travail des seniors est le plus faible au monde. On peut citer tout de suite un chiffre qui est cité par Patrick Artus dans les Échos de la semaine dernière. Au-dessus de 60 ans, vous avez 40% des Français au travail. Au-dessus de 60 ans, vous avez 73% des Allemands au travail. Et entre 55 et 60 ans, les pays d'Europe du Nord, alors Allemagne, Pays-Bas, mais aussi les pays scandinaves, mais aussi les pays lettons, les pays baltes, ont des taux de participation au marché du travail de 20 points supérieurs. Donc, vous voyez, en France, nous avons la conjonction de 3 faits, des subventions pour financer les retraites, un taux d'emploi, un taux d'activité très insuffisant, et la démographie qui se retourne contre nous, puisque quand le général de Gaulle a fait le système de protection sociale à la Libération, il y avait 6 cotisants pour un retraité. Quand Mitterrand a fait la retraite à 60 ans, à mon avis, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, mais enfin, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Et là, actuellement, nous tendons vers 1 cotisant et demi pour un retraité. Donc, comme vous l'avez dit, nous sommes passés de 6 cotisants pour un retraité au moment de la Libération à environ 1,5 cotisants pour un retraité aujourd'hui. Et au vu de la démographie, cette tendance ne s'inversera pas. Quelle alternative réaliste voyez-vous pour compenser
cet effondrement du ratio cotisants sur retraités? Alors, vous avez 3 alternatives possibles. Vous avez augmenté les cotisations. À mon avis, ce n'est pas possible, puisqu'on se plaint déjà du fait que les salaires sont trop bas. Vous avez faire baisser les pensions de retraite, et nous en parlerons, je pense, un peu plus tard. Et la troisième alternative, qui est celle que je défends personnellement, c'est de remettre tout le monde au travail, de travailler beaucoup plus longtemps. Vous voyez, j'étais avec une amie à Toulouse il y a quelques jours qui me disait qu'elle avait cotisé 50 ans. Elle a cotisé 50 ans et elle a eu une vie professionnelle très heureuse. Presque sa vie professionnelle même lui manque un peu. Bon. Donc il faut faire attention de ne pas généraliser les métiers pénibles. C'est pas tout le monde dans le secteur tertiaire. Enfin, moi-même, j'ai travaillé jusqu'à 65 ans. Je travaille toujours bénévolement, mais si je devais travailler aujourd'hui, je le pourrais. Enfin, ça dépend quoi, mais j'ai quand même des capacités que j'ai conservées. On n'est pas vieux à 70 ans, et on n'est pas vieux à 65 ou à 67 ans. Or là, nous sommes dans une réformette. C'est vraiment une réformette, la réforme de Madame Borne. C'est 64 ans en 2030. Mais les pays qui nous entourent sont tous à 67 ans. Je pense souvent aux politiques menées ces dernières années et j'essaye d'assembler toutes les pièces du puzzle. Les gouvernements ne s'en sont pas forcément cachés, mais une chose me frappe. L'engouement de nos dirigeants pour l'ouverture des flux migratoires. Cela semble aussi lié à la volonté de compenser le déficit démographique pour essayer d'équilibrer les retraites. Nous avons besoin d'immigration. Nous ne pouvons pas nous en tirer sans immigration, mais une immigration choisie et une immigration sur les métiers en tension dont nous avons besoin et d'une immigration qui intègre. Et on ne peut pas devenir français par hasard, il faut vouloir devenir français et adhérer aux valeurs de la République française. Bon, pour le moment, ce n'est pas allé dans la bonne direction. Parce que nous ne maîtrisons pas l'immigration, mais c'est encore un autre sujet. Moi j'ai des amis sur mon réseau LinkedIn, dont le préfet Stefanini, qui est un grand spécialiste de ça. C'est complexe, et je prétends pas traiter le sujet, j'ai pas la compétence. Avec des subventions atteignant pratiquement 80 milliards d'euros, dont une grande partie va au régime des fonctionnaires. Pensez-vous que cela remette en question l'équité entre le secteur privé et le secteur public en termes de retraite? Alors, de fait, oui. Enfin, les règles sont les mêmes pour tous aujourd'hui, pratiquement, et nous sommes tous égaux face à la retraite. Mais c'est pas une question d'équité, puisque tout le monde est traité de la même manière, à peu près. C'est plutôt la question du financement. C'est que les retraites du secteur public ne sont pas financées. Voilà. Alors, c'est pas un problème d'équité, c'est un problème de financement. Sachant que si vous prenez la dette réelle de la France, alors on dit que la dette c'est 3 400 milliards, ça, on approche de 3 400 milliards, on est quasiment. Ça c'est le chiffre officiel. Mais la Cour des comptes vous dit que si on tient compte des pensions à liquider prochainement mais qui ne sont pas provisionnées, il faut doubler le montant de la dette. Et c'est là que, parce que moi dans le fond je vois tout à partir de la dette, parce que nous allons nous trouver rapidement dans une contrainte financière. Nous y sommes déjà, mais je ne sais pas si à la fin de l'année nous serons toujours double A. Je pense que nous serons simple A et que le financement de notre dette va devenir de plus en plus difficile. Et je pense qu'un jour nous risquons d'être en cessation de paiement. Donc, si on se situe du point de vue de la dette, les retraites, je le répète, c'est l'éléphant au milieu du jardin. Pouvons-nous améliorer le système ? Alors moi je pense que nous devons travailler plus, beaucoup plus, et que le seul moyen d'y parvenir, c'est pas de mettre un âge, parce que l'âge c'est profondément frustrant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en forme à 65 ans, 67 ans, 70 ans, et puis il y en a d'autres qui veulent changer de vie. En fait, il faut raisonner en termes d'années de cotisation. Voilà. Et d'ailleurs, François Hollande, qui n'avait pas que des défauts, et sa ministre de la Santé, Madame Touraine, avait mis en place un système qui était très simple, qui était que chaque année, en fonction de la démographie, de l'équilibre ou du déséquilibre du système, on adaptait le nombre d'années pour avoir une retraite pleine.
Et c'était une réforme permanente et indolore, parce qu'en fait, il suffisait chaque année, dans le cadre du rapport de la loi sur la sécurité sociale, qu'on vote une adaptation. Et donc il n'y avait pas de réforme des retraites, il y avait une réforme permanente des retraites. Vous voyez ? Et je trouve que c'est astucieux parce que c'est plus... Chacun fait ce qu'il veut, il part quand il veut, il peut y avoir un âge minimum, 62 ans, il peut y avoir un âge maximum qui permet à toute personne ayant travaillé d'obtenir une pension complète, mais quand on part avec le nombre d'années, la pension correspondant à la quote-part du nombre d'années. Donc moi, je pense que c'est ça la première des mesures à prendre, mais ça revient à dire, en pratique, il ne faut pas être hypocrite, que nous devons travailler jusqu'à 67 ans. Je parle des métiers qui ne sont pas pénibles. Pour les métiers pénibles, il faut traiter à part. Le faible taux d'activité des seniors en France est régulièrement critiqué. Donc si l'on repousse encore l'âge de la retraite, pour que cela fonctionne, faudrait-il encore que les seniors puissent arriver à trouver un travail? Donc quelles mesures concrètes faudrait-il prendre pour atteindre les niveaux des pays d'Europe du Nord? Eh bien, les entreprises ont une part essentielle, et donc il faut des systèmes d'incitation et de désincitation pour que les seniors puissent travailler plus longtemps, qu'on se débarrasse pas des seniors. Et puis ensuite, il faut déplacer les curseurs légaux pour que les gens soient obligés de travailler plus longtemps. Vous savez, moi, je fais de la macroéconomie depuis 40 ans, je suis docteur en sciences économiques. La situation de la France, je retiens 3 chiffres. Et en fait, les choses doivent être expliquées très simplement. Nous sommes le pays qui travaillons le moins au monde. La source, OCDE. Je regardais hier soir encore avec des amis albigeois les chiffres de l'OCDE. Nous travaillons 100 heures de moins que les Allemands par personne. Par personne. Quel que soit le nombre de personnes. On prend les actifs, les inactifs. Donc nous sommes le pays qui travaille le moins au monde, nous sommes le pays qui dépense le plus au monde, 57%, et nous sommes le pays qui s'endette le plus au monde. C'est-à-dire que depuis 2008, la dette a augmenté 3 fois plus vite que la production. Vous avez un magnifique graphique de Marc Toiti sur ce sujet. Mais donc, il n'y a pas besoin d'être agrégé de mathématiques ou docteur en sciences économiques pour comprendre que ça ne peut pas durer, ça ne peut pas marcher. Donc, nous allons à un moment donné avoir une rupture, une explosion, un choc. Moi, je situe ce choc vers 2026, 2027. Nous serons en difficulté de paiement et ça se traduit. C'est ce qui découle des charges financières. Cette année, nous allons avoir 67 milliards de charges financières. C'est le budget de l'éducation nationale à peu près. Hein. Et en 2027, nous aurons 85 milliards de charges financières. Donc ça, c'est le mécanisme du roulement de la dette. Hein. Je ne vais pas le développer, mais... Et dans cette affaire, la question du travail est essentielle. Maxime, nous avons bien compris que le gouvernement allait chercher à activer certains leviers pour diminuer les dépenses des retraites. Donc maintenant, quelles sont les menaces qui planent sur les retraites ? Alors on aurait dû commencer par là, en fait. J'ai des amis qui attendent cette émission et c'est peut-être ce qui les intéresse le plus. Bon, moi je lis tous les jours la presse nationale et je consulte un réseau d'experts qui me permet de savoir vraiment quelles sont les tendances. Vous avez beaucoup de gens qui conseillent au Premier ministre, au Président de la République, de cibler les retraités. Voilà, alors les retraités au-dessus de 2 000 € par mois ou de 2 500 €, on appelle ça les retraités aisés. Bon, et à noter que ce sont aussi des épargnants, des gens qui ont accumulé une épargne dans leur vie. Eh bien, moi, je dis que dans les années qui viennent, ce sont eux qui vont payer. Alors, ils vont payer de 4 manières possibles pour les retraités. Première manière, désindexer les retraites. C'est simple, désindexer les retraites, c'est ce qui aurait dû se faire cette année. Mais en fait, nous avons été sauvés par la chute du gouvernement Barnier, qui fait que la loi spéciale qui a été faite pour faire la jonction avec l'année nouvelle a repris les termes de 2024. Et 2024, c'était indexation. D'ailleurs, la norme, c'est l'indexation. La loi, c'est l'indexation. Donc, la désindexation,
c'est en quelque sorte une exception, une loi exception. Mais on peut chaque année faire exception et désindexer. Bon, je dirais que là, c'est presque indolore, hein, puisque l'inflation est quand même faible, à 1,5%. La deuxième menace, et vous avez tous les jours, d'ailleurs, Gilles Berset, président du Conseil d'orientation des retraites, répète ça en boucle, hein, dans des chroniques, dans les Échos, il préconise de suspendre l'exonération de 10% pour frais professionnels. C'est-à-dire que les retraités, comme les salariés, ont un abattement de 10%. Il n'y a aucune raison, ils n'ont pas de frais professionnels, vous faites sauter, et ça fait des ressources, je crois que c'est 2 ou 3 milliards de ressources supplémentaires. Vous avez une troisième menace, c'est de dire et de faire que la CSG sur les retraités soit la même que la CSG sur les salariés. Alors, ça pose un problème constitutionnel d'ailleurs, parce qu'en fait, en 2019, on a créé une CSG sur les retraités, alors que les retraités ont cotisé toute leur vie. Il y a eu des grincements dedans, mais maintenant c'est admis. Et alors maintenant, comme c'est admis, on dit, on va aller plus loin, on va faire le même taux que sur les salariés. Et enfin, j'ai amené là, je crois, un article d'Antoine Fouché, qui était le directeur de cabinet de Madame Pénicaud, ministre du Travail. Lui, il dit, il faut faire baisser les retraites de 20%. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ce type, il est complètement fou. Et puis, vous savez, on a intérêt à réfléchir, parce que quand on réfléchit, on découvre des tas de choses. Je me suis aperçu que 20%, c'était les 80 milliards de subventions rapportés aux 400 milliards de retraite, ça fait 5 fois 8, 40, ça fait exactement 20%. Et je vois que M. Beaufret, avec qui je suis en relation, dit exactement la même chose. Il dit, si on veut effacer ces subventions de 80 milliards, qui alimentent notre endettement. Hein. Alors, monsieur Beaufret, il dit même, mais en fait, la moitié des 1000 milliards de Macron, depuis 2017, c'est ça. Ce sont ces subventions sur les retraites. Si on veut les effacer, il faut faire baisser les retraites de 20%. Alors, je ne dis pas que le gouvernement, celui-ci ou un autre, va faire baisser les retraites de 20%, parce que les retraités votent. Ils votent massivement. Ils votent à droite, ils votent au centre et ils votent à gauche. Ils votent partout. Donc, les partis politiques ne le feront pas, mais imaginons qu'un jour, la France soit sous tutelle du FMI, des autorités européennes, surtout des autorités européennes d'ailleurs. Si nous ne pouvions plus payer, à ce moment-là, on appellerait au secours et ce sont les institutions européennes qui viendraient à notre secours. Et on aurait un plan du type de la Grèce. Je ne dis pas que ce serait un plan comme la Grèce, mais ce serait du type de la Grèce, c'est-à-dire une tutelle. Mais le premier sujet, ça sera les retraites, et on fera baisser les retraites. Ça, vous pouvez en être certain. Parce que, quand vous regardez le niveau des retraites par rapport aux Allemands, nous avons 10% de plus. Les pensions sont 10% plus élevées. Parce qu'eux ont un système de complément par capitalisation que nous n'avons pas. C'est-à-dire, ils ont une épargne capitalisée qui complète leur retraite. Et si on prend les retraités de 2005 ou d'avant 2005, là, l'écart des pensions est de 20%. Donc, les pensions sont plutôt élevées. Et surtout, on aurait dû commencer notre émission par là, les retraites dans le PIB représentent 2 points de plus, 2 points de PIB de plus que dans les autres pays. Ça fait 60 milliards. Donc, les indicateurs sautent aux yeux. Alors, ils ne sautent pas aux yeux des Français, des médias français, ni des politiques français, parce que les chiffres n'intéressent personne en France. Mais un observateur étranger dirait, il faut commencer par faire baisser les retraites. Alors, on n'en est pas là, mais notre émission s'appelle « Menaces » au pluriel sur les retraites. Il y a ces 4 menaces sur les retraites dans les années qui viennent. Et j'ajoute, ce sont aussi des menaces sur les épargnants, parce que les retraités dits aisés sont des gens qui ont épargné toute leur vie. Et alors, on a développé ce thème largement, ça a eu pas mal de succès sur notre chaîne La Maïotique. On sait qu'à droite, à gauche, au centre, dans la classe politique, parmi les experts, il y a des gens qui disent il faut prendre dans l'épargne, il faut faire un prélèvement dans l'épargne. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, moi, je dis à mes amis retraités épargnants, réfléchissez à la manière de vous organiser,
parce que dans les années qui viennent, vous allez passer à la caisse. Beaucoup de personnes sont absorbées par leur quotidien et considèrent notre système social, avec les retraites, les aides, comme acquis, éternel et immuable, comme une évidence qui aurait toujours existé. Pourtant, ce n'est clairement pas le cas. Et une gestion imprudente avec des décisions hasardeuses pourrait compromettre cet équilibre et mener à la disparition de notre modèle social. Bien sûr, en Grèce, les retraites ont baissé de 30%. En Espagne, au Portugal, elles ont baissé aussi. En Italie, je crois que la retraite va passer à terme à 70 ans. Nous représentons les choses de manière statique. Or, tous les jours, il faut emprunter pour payer. Nous allons, cette année, emprunter 340 milliards d'euros. J'avais calculé, il y a quelques années, nous empruntons 9000 euros par seconde pour vivre, en fait, nous les Français. Donc, ça va pas durer comme ça éternellement. Et c'est ce que nous suivons à la maïeutique. Nous suivons les dégradations de cotation. Il va y avoir des événements en février, en mars. Nous suivons les évolutions de taux d'intérêt. Rien ne va continuer comme avant. C'est pour ça que notre rôle est d'avertir et de faire réfléchir. Et donc, je répondrai à toutes les questions qui me seront posées, comme je le fais chaque fois. Bien, merci Maxime pour ces éclaircissements et merci de nous avoir suivis. Au revoir.